Bien, bonjour à tout le monde. Nous retournons aujourd'hui à Pompéi pour examiner en détail et discuter le résultat des fouilles archéologiques qu'Albert Ribera à ma gauche, Macarena Bustamante à ma droite, Guillaume Chapelain qui n'est pas ici, et moi-même, nous avons conduit ces dernières années dans la Via degli Augustali que j'avais proposé antérieurement d'identifier comme le marché des parfumeurs de Pompéi. Avant de présenter mes invités, je vais faire un bref rappel des fouilles anciennes et des raisons qui nous ont poussé à cette recherche commune. Dans le monumental ouvrage de Giuseppe Fiorelli qui s'appelle Pompeianorum Antiquitatum Historia, qui résume et qui donne la presque totalité des archives concernant les fouilles anciennes, on apprend que le secteur dont nous allons vous parler aujourd'hui a été dégagé dans les années 1822 et suivantes, au cours desquelles les boutiques ont été vidées, c'est le terme qu'on peut employer, les unes après les autres. Et les mentions d'archives que l'on trouve sur ce secteur sont de ce type. Je vous en cite juste un. 4 mai 1822, in una bottega della strada posta nel lato settentrionale del Foro Civile, donc dans une boutique de la rue qui est située sur le côté nord du Forum Civil, c'est-à-dire en fait du forum que nous visitons aujourd'hui à Pompéi, sono stati trovati vetro 9 piccoli vasetti chiamati lacrimatoio balsamari, donc 9 petits vases appelés lacrimatoire ou balsamaire, un mortier de marbre, un autre mortier cassé à moitié et son pilon. C'est à peu près tout ce qu'on peut tirer de ces informations et on ne sait pas en général de quelle boutique il s'agit. Il y a un effort de synthèse qui a été fait par le même Fiorelli dans un ouvrage qui reste toujours la référence parce qu'il avait une connaissance intime des archives de l'époque, un ouvrage qui s'appelle Description di Pompei, paru à Naples en 1875, et il donne donc une synthèse de ses opinions sur les diverses boutiques de la rue. Et puisque nous allons parler des boutiques 26, 27, 28, 29 et 30 de la rue, je rappelle brièvement ce qu'en dit Fiorelli dans ce dernier ouvrage. À propos de la taberne 26 dont nous parlerons, il dit qu'elle donne sur un atrium avec un impluvium. Sur le côté, il y a une aile et une apothèque et une chambre décorée d'une scène de gladiateurs et d'animaux combattant entre eux. Au fond de la maison se trouve un triclinium ouvrant sur un jardin et une cuisine ornée de peintures représentant Hercule, ainsi que des hommes chargeant des amphores sur un chariot et les serpents gardiens de la maison. Donc c'est très clairement les peintures d'un l'arrière. Vous voyez qu'il n'y a rien en pratique sur ce que contenait la boutique et l'interprétation qu'il en donne. De la boutique 27, il n'indique que la présence d'un phallus apotropaïque sur la façade et la présence d'une cuve sur laquelle il ne se prononce pas. De la boutique 28, il dit qu'elle contenait simplement un foyer et derrière qu'il y avait des latrines. Et de la boutique 29, il en fait l'officine d'un pâtissier parce qu'elle comportait dans l'arrière-boutique un four. Et il dit donc que cette boutique de pâtissier faisait partie d'une maison comportant un vaste triclinium et des pièces ornées de peinture, et notamment une représentant Persée et Andromède. On voit donc que, mis à part la soi-disant pâtisserie proposée à cause de la présence d'un four, aucune interprétation n'est avancée et les descriptions sont nettement insuffisantes pour donner des indices de l'activité de ces boutiques. C'est donc tout l'enjeu de la recherche que nous avons entamée avec les collègues espagnols d'essayer de redonner une identification à ces installations, à ces boutiques et à ces ateliers. En effet, à partir de 2004, le Servizio de Investigación Arqueológicas del Ayuntamiento de Valencia et ensuite l'Instituto Valenciano di Conservación y Restauración de Bienes Culturales, sous la direction d'Albert Ribera, ont étudié la Casa di Ariana, qui possède 2 boutiques et une entrée sur la Via degli Augustali.
Et la nature des découvertes qui ont été faites ont rejoint les propres observations que j'avais faites dans les boutiques de 7, 4, 24 et 25 que je vous ai présentées il y a 15 jours. Nous avons donc décidé de saisir une opportunité de travailler sur un programme commun qui associe donc l'équipe espagnole qui travaillait à côté de nous et l'équipe française du Centre Jean Bérard du CNRS. Cette opportunité, nous avons voulu la saisir parce que nous croyons vraiment à l'avenir d'équipes qui seraient proprement européennes de recherche. Alors il ne s'agit pas de se lancer forcément dans des projets européens de grande ampleur avec des financements considérables et des difficultés non moins considérables pour avoir ces financements. Il s'agit au contraire de tisser à la base des relations, que j'ose dire intimes, entre des chercheurs qui ont le même terrain de recherche et les mêmes thèmes, de façon à créer véritablement des équipes qui soient non seulement pluridisciplinaires, mais qui soient à cheval sur plusieurs pays de la communauté européenne, qui est notre avenir de recherche. Et je suis vraiment très heureux que nous fassions ces recherches franco-espagnoles en Italie, c'est-à-dire aussi en associant, bien entendu, la surintendance archéologique de Pompéi et de Naples. Nous pouvons donc ainsi croiser nos problématiques, nos propres expériences, nos traditions de recherche qui sont fatalement différentes, nos regards, et aussi faire circuler entre nos divers pays, nos étudiants et nos chercheurs. C'est pour ça donc je suis très heureux d'accueillir au Collège de France Albert Ribera et Macarena Bustamante. Albert Ribera est un homme de terrain qui a fait l'essentiel de sa carrière dans la ville de Valencia, dont il est le chef de service de la section archéologique. Et évidemment, il a suivi des études à l'université de Valencia et puis un doctorat qui a porté principalement sur l'étude archéologique de Valence à l'époque romaine républicaine. Mais en fait, ce qui est très important, c'est que c'est le fouilleur qui a dégagé un site considérable au centre-ville de Valencia qui s'appelle l'Almoina, où il a pu mettre au jour les premiers vestiges de la colonie romaine de Valencia, des événements historiques aussi considérables que la prise de la ville, la refondation ensuite, puis les avatars de la ville jusqu'à l'époque byzantine, et ensuite les occupations arabes. Et donc, il nous présente aujourd'hui, et je vous invite à aller le visiter, un site qui est absolument formidable à côté de la cathédrale, qui nous donne une coupe à travers toute l'histoire de la ville et quelque part à travers toute notre propre histoire, puisqu'elle commence avec la colonisation romaine et ça se finit avec la période musulmane. Il a donc à ce titre travaillé beaucoup sur la céramique romaine. Il a aussi écrit un certain nombre d'ouvrages qui sont consacrés principalement à ce site, donc les excavations de la Almoina, mais il a aussi fait une synthèse sur l'histoire de Valence et sur la fondation de Valence, qui est un site évidemment tout à fait considérable. À ma droite se trouve Macarena Bustamante, qui est un chercheur très prometteur. Elle a à peine 30 ans et elle a déjà un palmarès tout à fait remarquable, qui associe à la fois des études brillantes qui ont débouché sur un doctorat et beaucoup de fouilles de terrain qui ont à la fois porté aussi bien sur le Maroc que sur la ville de Cadiz, où elle a fait ses études. Et elle a notamment participé ces dernières années à la fouille du théâtre de Balbus à Cadiz, qui est une des grandes découvertes de ces dernières années. Mais elle a aussi beaucoup travaillé sur le Maroc, participant à la carte archéologique du nord du Maroc, à l'étude du matériel archéologique du musée de Tétouan.
Et ce qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui, c'est qu'en plus de ses activités marocaines et espagnoles, elle a également travaillé à Pompéi, avec notre collègue Dario Bernal sur l'officine de Garum, mais surtout, et c'est ce qui nous intéresse ici, elle a participé au projet d'Albert Ribera sur la Casa di Ariane et au projet qui nous réunit sur la Via delle Gustali. Elle a publié un certain nombre d'ouvrages, j'ai compté 27 articles et 35 communications, ce qui est absolument extraordinaire. Et elle a publié plusieurs ouvrages, l'un sur le commerce de la sigillée à l'époque du Haut-Empire dans le circuit de l'Estrecho, c'est-à-dire dans la zone de Calice et les détroits entre l'Afrique et l'Espagne. Et elle a également publié récemment un ouvrage sur la céramique romaine de Augusta Emerita, c'est-à-dire Mérida, dans la province de Badajoz, qui apporte beaucoup de nouveautés parce que c'est un ouvrage qui est fondé sur des fouilles préventives récentes qui ont été particulièrement bien menées. Donc, je laisse maintenant la parole en les remerciant d'avoir fait l'effort de venir vous présenter nos recherches franco-espagnoles en français. Donc, commencera d'abord Albert Ribera sur les phases d'époque républicaine de nos recherches, puis Macarena présentera les phases d'époque impériale, et je finirai par une des boutiques que nous avons fouillées ensemble. On s'est partagé en quelque sorte le travail, et ensuite nous discuterons non seulement de l'avenir de nos recherches, mais aussi éventuellement des problèmes qui se posent, des problèmes méthodologiques, comment essayer de mieux comprendre et de mieux dater les installations que nous fouillons. Je laisse tout de suite la parole à Albert, qui va nous parler de la maison de Ariana. Bonjour. En premier lieu, je vais remercier Jean-Pierre et au Collège de France pour nous avoir invités. Et surtout, je vais remercier tout le monde. Je vais excuser mon mauvais français, mais je pense que c'est meilleur que je parle en mauvais français qu'autre langue que je parle mieux, mais pour vous, je pense que c'est le meilleur. Et je vais parler en première part sur les précédents de Pompéi, les précédents de la fouille, mais surtout, je vais parler à la dernière part de la conférence sur les nouvelles trouvailles, les phases que nous disons, nous pouvons dire pré-romaines, nous pouvons dire samnites, que je pense que c'est la première fois qu'on a constaté ces productions. On a constaté la première fois la production dans une époque antérieure à l'époque romaine. Les trouvailles de l'époque romaine, que ce sont l'objectif de notre projet, ils seront racontés après par Macarena. Et ce projet, comme a dit Jean-Pierre, il n'est pas un projet d'une institution, il est un projet de beaucoup d'institutions. Dans ces dernières phases, la phase de Via delle Gustali, collabore le centre Jean Bérard de Naples. Pour la part française, nous pouvons dire qu'on collabore le Collège de France aussi dans les projets, et pour la part espagnole, l'Institut archéologique de Mérida et deux institutions de Valence, le service d'archéologie communale et l'Institut de restauration. Avant, dans les projets de la maison d'Ariane, que c'est le précédent, a collaboré aussi beaucoup d'institutions. Depuis, en premier lieu, l'Université d'Innsbruck, et après, autres institutions, le musée d'Alicante, le musée de préhistoire de Valence, l'Université de Valence, et quelques groupes privés qu'ils ont aidé pour faire l'étude de la fouille. Et aussi,
je veux remercier la surintendance archéologique de Pompéi pour leur autorisation et pour leur collaboration imprescindible dans tous les travaux à Pompéi. Et nous allerons de les phases plus anciennes jusqu'à les phases plus modernes. Les périodes premières de Pompéi, c'est encore un incognite. On ne sait pas exactement l'origine exacte de Pompéi. Il y a beaucoup d'hypothèses. Et c'est un problème parce que nous ne pouvons savoir les premiers siècles de Pompéi si Pompéi c'est une ville étrusque, une ville grecque, une ville indigène. Il y a encore débat. Et dans nos fouilles, nous pouvons apporter quelque chose dans ces questions. Il semble que Pompéi, la ville, il était défini depuis les origines. C'est les murailles, on dit qu'il était déjà constitué au VIe siècle, plus ou moins. Et à l'intérieur de Pompéi, il y a beaucoup de lieux, beaucoup de fouilles qu'on a donné des trouvailles de cette époque. Mais juste dans notre part, notre fouille, il n'y a rien de cette époque. C'est les triangles bleus, vous pouvez voir. C'est le point de la ville où nous parlerons. Il y a tous les points bleus. Les points bleus, c'est les points avec des trouvailles archaïques, mais dans notre part, il n'y a rien dans cette période. Et nous avons aussi fouillé à Macellum, le marché, où nous avons trouvé aussi des trouvailles plus anciennes que dans la part de Via d'Augustali, la part de la maison d'Arien, la part de les tavernes que nous avons fouillées. Dans ces parts de la ville, on parle toujours d'une ville ancienne, la théorie de Hallstatt, ça veut dire la vieille ville en allemand. La théorie traditionnelle, c'est qu'en premier lieu, il y avait la Stadt, le centre de la ville, et après la ville, il a devenu plus grande, et les murailles extérieures, ils seront plus modernes. Dans les derniers temps, il y a une autre théorie qui parle de que la Stadt, en réalité, il serait comme une acropole, comme un reduc fortifié et pas l'origine de la ville. Dans ces cartes, on peut voir les points noirs où on a trouvé restes des murs et de la structure défensive de la Stadt. Et après, nous verrons que peut-être nous avons trouvé aussi les mêmes choses. Et Pompéi, tu connaissais, c'est un paradigme d'une ville romaine, mais au niveau urbanistique, Pompéi, c'est très compliqué. On a défini beaucoup de régions avec différents alignements. Et c'est encore un problème connaître bien l'évolution urbanistique. Toujours nous sommes toujours en espaces différents. Il y a diverses parts de la ville définies par l'urbaniste et où nous avons fouillé la définition, peut-être doit être la non-définition. Il n'y a pas un urbanistique dans ces parts. Nous pensons que
c'est une question d'arriver dès que nous sommes de front les murailles. Après, nous retournerons sur ce topic. La maison d'Ariane, en petite introduction. Le précédent de ce projet de la part espagnole, on a été la fouille de la maison d'Ariane. Il y a deux noms, maison d'Ariane ou maison de Capitelli Colorati, mais c'est le nom qu'on a posé à la fouille à la moitié du 19e siècle. Mais maintenant, Ariane il a disparu de la ville parce que les peintures ils sont au musée et les très beaux chapiteaux colorés ils sont devenus sans couleur parce que la détérioration est par les curateurs de Pompéi, ils ont laissé perdre toutes ces décorations. Bien, la maison il a été fouillée entre 1832 et 1835, plus ou moins dans les mêmes temps qu'on a fouillé les tavernailles de Via de Augustali. Dans ces cartes, on peut voir les situations. On peut voir la situation à moitié du 19e siècle. La carte est inverse. Quand on a commencé à trouver l'atrium de la maison et aussi les tavernailles desquelles nous parlerons après. La maison d'Ariane, dans le moment de la découverte, il a devenu très fameuse, très visité. On a trouvé beaucoup de matériaux. Nous savons tous les objets qui sont trouvés. Mais maintenant, il n'est pas possible de trouver aucune dans les musées parce qu'ils ont été disparus ou ils ont été bouleversés dans les magasins. Et dans les premiers moments, on a bouleversé aussi les grands chapiteaux. Nous pouvons voir au droit la carte de la maison, de la grande maison, et il y a un chapiteau décoré, mais déjà dans ce moment, on avait bouleversé les chapiteaux parce que les chapiteaux publiés, c'est d'une autre maison. Le chapiteau original, c'est de la photographie. Au musée de Naples, on peut voir aussi les peintures d'Ariane, mais on peut voir aussi d'autres objets comme ces peintures et ces beaux objets de marbre que si tu veux un musée, tu peux lire dans les musées que la provenance c'est la maison d'Ariane, mais ce n'est pas vrai, ils sont d'autres lieux. Au premier moment de notre étude, il a été complet par ces questions que par une part la documentation disait une chose et les musées et les publications premières disaient autre chose. Mais c'est normal à Pompéi travailler comme ça. On a beaucoup de documentation ancienne de la maison, il y a des peintures de les moments. On peut voir aussi avec les photographies le déplorable état de conservation de la maison. Et je peux dire que nous avons commencé aussi en même temps un projet de restauration de la maison, peu à peu, parce que maintenant c'est difficile d'avoir de l'argent pour travaux archéologiques, mais peu à peu l'Institut de restauration de Valence il a commencé à restaurer les belles peintures qu'il y a encore dans la maison. Comme vous connaissez, c'est le grand problème maintenant à Pompéi. Il n'est pas l'investigation, il est la conservation de ces lieux merveilleux.
Et notre travail depuis 2004, il a été très varié. On a fouillé, on a fait prospection avec le radar, nous avons fait publication, exposition. Et nous connaissons plus ou moins bien la maison. Et pour entrer peu à peu dans les thèmes de la production de parfums, nous pouvons dire que ces grandes maisons, avec des 1000 mètres carrés, avec 3 cours, 2 péristyles, un atrium, il a eu une vie longue et un peu compliquée dans les points de vue de l'interprétation. Il y a eu un moment dans la vie de la maison qu'il a été seulement résidentiel, mais c'est la chose qui intéresse ici. Il y a eu autre moment que cette grande maison, vraiment un palais, cette grande maison, il a été utilisé comme atelier. Diverses parts de la maison, surtout depuis l'époque d'Auguste jusqu'à un peu avant l'éruption, ça veut dire presque tous les premiers siècles après, la maison, ces belles maisons, luxueuses maisons, en réalité, il était un atelier que Macarena parlera après de cette installation. Nous allons maintenant déjà à l'objet principal de la conférence, que ce sont les fouilles de la via de Augustali. Et comme a dit déjà Jean-Pierre, la via de Augustali, c'est un lieu merveilleux pour travailler sur l'artisanat de l'Antiquité. C'est très intéressant de voir qu'à l'entrée, depuis le forum, il y a un peinture avec Mercure, que c'est le dieu du commerçant, et aussi à l'entrée, il y a ces curieux motifs de hommes avec un amphore. C'est comme une déclaration d'intention de la fonctionnalité de la rue. Et le projet que nous avons fait, il avait pour objet principal étudier l'activité artisanale dans la rue. Et surtout, nous pensons sur les parfums. Vous pouvez voir dans la carte, c'est la ville d'Ariane est à droite, et à gauche, c'est le petit atelier qu'a fouillé Jean-Pierre, il fait déjà 10 années au plus. Et nous avons fouillé ensemble l'espace entre les deux projets, comme vous pouvez voir dans la carte. Dans nos fouilles, je parlerai en même temps, à partir de ce moment, des fouilles de la maison d'Ariane et de la via de Gustali. C'est l'espace que j'avais dit avant, il est situé entre un espace bien articulé, au nord, la région Sesta, et au sud, autre espace différent, l'ancienne Astad. Nous pensons maintenant que peut-être l'origine de la via d'Augustali doit être l'ancienne murelle que nous verrons maintenant. Il y avait déjà des trouvailles anciennes récentes sur l'existence de cette enceinte. Nous pouvons voir au droit la maison de Spurius Mensoris et les très voisins de la fouille. Leur façade est faite ce n'est pas normal à Pompéi de trouver une maison, il y a des autres. Mais ce n'est pas le normal de trouver la façade de la maison faite avec des grandes pierres. Et autres investigateurs, moi-même, je pense que ces pierres, le procédant, ce sont de l'expoliation de la muraille.
Et dans l'autre image, on peut voir les fouilles de l'université d'Innsbruck à la maison de Mercure, à côté de la maison d'Ariane, où on a trouvé peut-être un tour ou une porte de ces enceintes anciennes. La nouveauté, c'est qu'il semble que cette enceinte n'est pas archaïque. Peut-être nous devons penser dans ce moment qu'il est de la fin du 5e siècle ou du début du 4e siècle. Ça veut dire dès l'époque de l'arrivée de Samnites dans la Campanie. C'est la plus récente théorie. Dans les fouilles de la maison d'Arienne, on a trouvé, nous pensons, la fosse de cette enceinte. On peut voir dans la section. Et il correspond exactement à le deuxième mur, le deuxième alignement au sud de la maison. Nous pouvons voir ici autre lieu, le lieu où nous pensons nous avons trouvé à la maison d'Arienne et à la taverne 28. Peut-être nous avons trouvé dans ces parts la fosse de cette enceinte, de l'enceinte de Astad. Autre fouille de 2009 dans la rue, nous avons vu sous le trottoir même, nous avons vu la roche naturelle bien taillée, comme vous pouvez voir dans la section. Immédiatement, nous avons fouillé à l'intérieur de la taverne, mais nous avons trouvé un souterrain de l'époque romaine très intéressant, mais qu'il n'était pas possible de trouver ces continuités. Dans les trottoirs, nous avons trouvé aussi, nous pensons, les remblais en terre de la muraille et aussi dans la taverne 26, on a trouvé le reste de la spoliation, le niveau de spoliation de ces murailles. C'est très difficile de trouver un mur où les pierres ont été volées. Nous devons chercher, nous devons penser trouver les dessins qu'on a laissés les spoliateurs. En synthèse, l'évolution de ces parts, nous la pouvons exprimer dans ces images. À gauche, nous sommes à l'autre côté, à l'intérieur de la muraille, à Macellum, au trottoir de Macellum. Sur le Macellum et sur les blocs des trottoirs de Macellum, nous pensons que doit arriver ces murailles. La rue doit correspondre plus ou moins exactement dans les murailles. Et nous avons trouvé les remblais intérieurs sous les trottoirs de la part de la maison d'Ariane. Et à l'intérieur, nous avons trouvé le lieu où étaient spoliées les pierres. Et pour les autres choses qui intéressent, nous pouvons voir aussi à l'intérieur de la taverne 30 les bassins pré-romains, qu'après nous verrons, et plus haut, les bassins romains qu'il parlera Macarena. Et au droite, on peut voir la fossée, et justement, les murs méridionaux de l'atrium doivent correspondre à l'espace aussi de la fossée. C'est un peu la synthèse de la fouille de la maison d'Ariane. Après ce moment archaïque ou les premières phases samites, c'est encore pour définir, à la maison d'Ariane, on a défini un premier moment d'occupation, une première maison,
Mais à Pompéi, quand on parle d'une maison, nous pouvons penser à beaucoup de possibilités. Et une maison peut être la grande maison, la maison de Laberinto, et tant des autres grandes, mais nous pouvons penser aussi dans la plus petite. Ce reste de ces moments que nous pensons la première moitié du deuxième siècle avant, nous avons trouvé le reste de ces maisons pas facile de les voir, mais il y a reste, par la stratigraphie, c'est clair qu'il y avait une maison antérieure à la grande maison d'Ariane. On a trouvé des bases de colonnes, on a trouvé des murs coupés, des murs spoliés, des murs intégrés dans la maison suivante. Il y a beaucoup de portes bouchées. Mais tous ces trouvailles, on a fait seulement dans la moitié sud de la maison. La moitié nord, il n'y avait pas rien. Nous avons fouillé les mêmes à la part nord et la part sud, mais seulement on a trouvé le reste de ces premières maisons dans la moitié sud. En synthèse, nous pensons que dans ces moments, nous sommes dans un type différent, pas le type classique de la maison pompéienne avec les atriums, les péristyles. Nous devons penser à ce type de maison, la maison de Atrium Testidunatum, que c'est une variété ancienne qu'on a localisée surtout dans la région prima de Pompéi, c'est à la part sud-orientale de la ville, et que c'est la théorie que nous sommes maintenant pensant sur ces premières maisons. Plus ou moins contemporains dans ces premières maisons, ce sont les premiers trouvailles liées à une activité productive, que ce sont des bassins, des cubes, qu'on a trouvés à la taverne 30 et aussi à la taverne 28. Ce sont des petits bassins. Le premier qu'on a trouvé de la taverne 30, nous l'avons trouvé très détruit, et jamais nous aurions pensé, nous n'avons pas dans ce moment, quand nous avons fouillé, qu'est-ce que c'est ça? Nous avons trouvé un cube profond, très détruit. Il n'y avait pas de matériaux à l'intérieur, parce qu'il n'y avait pas d'intérieur, il était tout bouleversé, comme nous avons vu avant dans l'ascension. Mais l'année dernière, quand nous avons trouvé la cube tout entière de la taverne 28, nous avons pensé que sûrement notre ancien trouvaille de la taverne 30, il n'était pas isolé, et il formait part d'un ensemble plus grand, mais un ensemble très difficile de voir bien parce qu'il était très rasé, et le grand problème, c'est qu'il n'y a pas de murs associés. Ici, nous pouvons voir la dimension de la cube de la taverne 30. Il est au fond de la fouille, et la part supérieure, ce sont les autres cubes de l'époque romaine qu'après il parlera Macarena. Dans la taverne 28, nous avons pu dater bien les fins de ces cubes, parce qu'on a trouvé tout plein de matériaux. Il y a très belle quantité, une grande quantité de matériaux. Il y a surtout des céramiques berlinois, il y a des céramiques communes, et ce qui intéresse, il y a des balsamères,
des objets liés avec l'activité parfumière. C'est une petite sélection. Il est très, la meilleure pièce, c'est un Lagino, c'est au droite, Lagino de pâte blanche. Il semble en production pergaménienne, liée aussi peut-être à la production de parfums. Et on a trouvé une bonne quantité de balsamars, de grands balsamars et de petits balsamars, comme après nous verrons. Mais aussi sur ces cubes pleins de matériaux, il y avait un petit fosse, mais un petit fosse qui était vraiment plein d'ungüentaire, que nous pouvons voir dans cette image. Ce sont tous de cette fosse. Cette fosse, on peut voir dans l'image, il coupait l'autre coupe et coupait le remblai de la coupe. Mais au niveau des datations, il semble que les matériaux il était les mêmes. C'est une remblai, c'est remblai de ungüentaria. C'est postérieur à la grande remblai de la coupe, mais je pense que nous devons parler d'un petit espace de temps entre l'une et l'autre. Sûrement, ce remblai doit être daté à la fin du Xe siècle, entre la 120 plus ou moins, et l'autre, peut-être la même année, peut-être peu d'années après, non? Dans ce moment, nous arrivons à un moment de définir qu'est-ce que c'est ça. Cette installation que nous connaissons pas bien, seulement nous pouvons dire qu'il y a entre la taverne 30 et la 28, il y avait une installation avec cubes situés très voisins des forums. Et nous pouvons penser, peut-être il y avait dans ces lieux une installation pour le parfum, mais les seuls arguments au moment sont les ungüentaria. Il y a aussi le problème que nous n'avons pas lié aucune mire de la fouille avec ceux des cubes. Peut-être seulement les murs intérieurs, les murs septentrionales, peut-être doit être dans le même moment. Peut-être doit être le moment de la première maison d'Ariane, mais encore, il est très difficile de faire autre apportation. Mais l'important dans ces fouilles, pour les thèmes des parfums, ce sont les ungüentaria. Nous pouvons voir à droite une typologie simple de ungüentaria. Nous pouvons dire que nous avons trouvé des types, les grands types, ces grands ungüentaria que avant on pensait que ces formes il était en urne funéraire parce qu'avant on avait trouvé sa forme dans nécropole. On avait trouvé un à Arles, à la nécropole pré-romaine d'Arles, au début du 1er siècle avant, et aussi à la nécropole républicaine à Valence. Nous avons trouvé, il fait 15 années, autres exemplaires similaires, tous les deux utilisés comme urne cinéraire de la nécropole. Maintenant, depuis l'année dernière, nous pouvons penser aussi que l'utilisation primaire de ces formes il n'était pas funéraire, il était pour un grand conteneur d'huile parfumée humaine. Et l'autre forme que nous avons trouvée, c'est le normal ungüentaria fusiforme.
Et les autres formes, nous ne les trouvons pas parce qu'ils sont très, très anciens ou plus modernes comme les petites ungüentaires à fond plein. Et peut-être il y a une coïncidence chronologique entre la fin de cet atelier et la construction de la grande maison d'Ariane. Et ce moment aussi, c'est la coïncidence entre les grands moments de la grande Pompéi, parce que Pompéi, surtout l'urbanisme de Pompéi, il a été construit à la fin du XIe siècle avant. C'est tous les grands sanctuaires, tous les grands édifices traditionnels, ils ont été construits à l'époque samnite. Ils ont été construits avant de l'époque romaine. L'époque romaine à Pompéi commence en 80, avant, quand on a installé la colonie romaine, Colonia Veneria Pompeianorum. Mais avant, Pompéi il était en ville samnite. Et les grandes périodes de la ville de Pompéi, c'est avant de l'époque romaine. Il était en ville samnite, on parlait osque, on ne parlait pas latin. Et dans ce moment, c'est les grandes maisons, la maison de Fauno, c'est une grande maison hellénistique, ce n'est pas une maison romaine. Et aussi, c'est la grande maison d'Ariane, où encore il y a quelques éléments de ce moment, comme les mosaïques hellénistiques, comme les chapiteaux de l'entrée et un petit larraire. Et surtout, dans ce moment, c'est le péristyle central et l'atrium méridional. L'atrium septentrional, nous savons maintenant par les fouilles qu'il est de la fin du 1er siècle avant. L'atrium septentrional est romain, mais tous les autres, ils sont de l'époque samnite. Nous savons aussi par la fouille que la grande maison samnite d'Ariane, il était plus grande encore parce que nous avons pu dater à l'époque de la colonie romaine la construction del Vicolo Storto. C'est un courrier rue qu'on pensait avant qu'il était un ancien chemin, mais nous avons vu, grâce à la fouille, que la rue il a coupé la part orientale de la maison. Mais aussi, quand nous avons fouillé la maison d'Ariane, elle fait depuis 10 années, nous avons vu que nous avons trouvé dans le niveau de construction pour les remblais, pour faire la maison, nous avons trouvé curieusement une grande quantité de ungüentaria, mais nous ne pensons pas dans ce moment relationner ces rares trouvailles de tant d'ungüentaire dans le niveau de la fin du Xe siècle avant avec cette installation. Dans ce moment, nous pensons peut-être qu'il y a plus de liaison entre les maisons d'Ariane et cette activité artisanale. C'est l'évidence archéologique, c'est ici. Mais c'est important aussi de dire que ce premier atelier, il a été pratiquement remblé, détruit, annulé quand on a construit la maison d'Ariane. Il y a une grande coïncidence chronologique. Et bien, pour finir, en synthèse, nous pouvons commencer à penser que la fouille franco-espagnole de la Via degli Augustali peut-être a découvert l'origine des ateliers de parfum à la deuxième moitié du Xe siècle avant. C'est intéressant de voir qu'ils sont situés aux côtés des forons, comme est normal à l'époque hellénistique dans d'autres lieux meilleurs que nous, et que peut-être ces premiers moments
des ateliers, il a fini avec la remodélisation de la ville de la maison d'Ariane. Maison d'Ariane, que c'est la plus grande maison dans toute l'insula. L'insula, le 7e insula de la région 4. Non, au contraire. C'est le 4e insula de la région 7e. Et le problème maintenant que nous ne savons pas qu'est-ce qu'il passe après, parce que les premiers siècles avant, nous n'avons trouvé pratiquement rien dans les dépouilles. Il n'est pas bien connu ces parts, mais c'est le moment, curieusement, qu'on a défini l'espace. L'espace comme tabernacle, ils sont définis à moitié du premier siècle avant, mais c'est le moment où nous n'avons pas reste d'autres ateliers. Mais peut-être la solution, peut-être nous la devons chercher à la grande activité du premier siècle après, qu'ils ont bouleversé tout l'espace. Peut-être c'est la solution de ce bit d'information, c'est qu'il n'y a pas, parce que l'information, il n'existe pas parce que on a continué toujours travaillant dans le même espace. Toute la fouille de la maison d'Ariane et à la Via de la Gustale, le premier siècle avant, il est très peu bien connu parce que seulement nous avons pu dater dans ce moment la construction de l'émir de Staberna et basta. Non? Eh bien, je pense que c'est la dernière. Je vous remercie pour votre attention et je laisse la parole à Macarena. Nous examinons maintenant les indices d'activité artisanale implantées dans la maison d'Ariane. Cette maison, comme cela a été mentionné précédemment, est en cours d'étude depuis 2004 et les résultats ont fait l'objet de plusieurs articles. L'excellent emplacement de la maison, en plein cœur de la ville, en fait non seulement l'endroit idéal pour y mener une vie familiale, sociale et probablement politique, mais également pour développer des investissements économiques. Durant l'époque julio-claudienne, c'est-à-dire au début de l'époque impériale, les maisons d'Ariane et les sons voisins connaissent un essor très important. Cette effervescence se traduit d'une part par les changements substantiels dans cette apparence et d'autre part par l'installation des locaux de travaux destinés à la production de huiles parfumées, huiles raffinées et l'air dérivé, ainsi que des installations dédiées à l'exploitation de la laine et les dérivés. Ceux de l'artisanat qui, a priori, ne laissent guère de traces ont une relation à travers les cosmétiques et les produits d'hygiène, comme nous le verrons plus tard. Ainsi, la part noble de la maison subit une réduction à cette période. Les sons réservés à l'habitation sont au cœur de la domus. On aménage alors une partie productive d'un péristyle nord, dans l'atrium et dans les sons voisins. Voyons maintenant les premiers des boutiques, la numéro 32. Elle est située dans le quart sud-est de la maison d'Ariane, sur le côté droit du couloir d'entrée de la demeure, dans l'angle où la ruelle appelée Vicolo Storto débouche sur la Via degli Augustali. Cette boutique, de petite taille, n'est pas livrée de traces évidentes d'activité de fabrication. En fait, à partir des rares indications subsistant sur les dérangements menés au dernier siècle par Vocini, nous supposons qu'elle aura abrité dans les dernières années de Pompéi un simple bar, un thermopolium. Les études archéologiques et architecturales effectuées en 2008 nous ont permis de déterminer que dans les périodes comprises entre Néron et Vespasien, cet espace était une petite taverne au rez-de-chaussée avec une mezzanine dont nous ne possédons que les canalisations d'évacuation des eaux usées. Ces conclusions est tirée de l'étude du pavillon et quelques vases qui ont été trouvés.
La surprise est venue de la découverte sur le dernier sol, dans les sédiments archéologiques antérieurs, des vestiges d'une épaisse productive qui a connu à moins de phases. Une sur Auguste et la seconde sur Tiber. Dans les premières phases, c'est la période augustine, il y a un dolium à corps cylindrique et fond plate à cuisson rouge occident de production locaux ou régionales. Il était échelle dans un sol de mortier hydraulique qui implique des écoulements de liquides éventuellement visqueux. Cette première phase de production s'achève sur le règne de Tibérius. Avec une rénovation architecturale de la taverne, tout d'abord, on ferme la porte mettant en communication la taverne et la maison. Et autre, on construisit une petite pièce à l'arrière afin de faciliter la création d'une nouvelle ouverture. La boutique possédait donc des accès depuis la Via degli Augustali et depuis le Vicolo Storto. La deuxième série d'aménagements consiste en la construction d'un bassin quadrangulaire dans l'angle sud-est de la pièce, dans celle d'un canal d'évacuation vers la rue et dans celle d'une cuvette circulaire reliée à une vase quadrangulaire par un petit canon. De tous ces éléments interconnectés, celui qui nous intéresse le plus, c'est la cuve. Il s'agit d'un bassin quadrangulaire. Le sol est fait d'opuscininu qui recouvre aussi l'intérieur de le mur, lequel est recouvert d'une couche mince de la même matière. Le fond est complètement plat et l'exception de la cuvette centrale et du contact avec les parois de l'échappée, qui est assuré par un boudin de mortier d'huile à section un quart de cercle. On ne peut estimer la date de construction seulement pour défaut car on n'a rien trouvé dans les traces de fondation, mais par déduction des relations stratigraphiques, on peut estimer qu'il faut l'afficher dans le premier siècle avant Jésus-Christ. Cette nouvelle configuration, associant la cuve rectangulaire, les canaux, le sol et la cuvette circulaire en opuscininu, semble avoir fonctionné une quarantaine d'années entre le règne de Tibère et Claude, et non comme nous le pensons initialement jusqu'au terrible tremblement de terre de 62 et après Jésus-Christ, survenu durant le règne de Néron. Cette déduction est fondée sur le remplissage de la cuve. Il est fort des sédiments sableux, des ossements d'animaux, de la céramique, de l'éléments lacophanes et des matériaux de construction. Tous les matériaux céramiques se concentrent entre les années 40 et 50, avec des oscillations d'utilisation comme nous l'avons montré dans l'étude effectuée par notre équipe de recherche et publiée récemment dans le congrès de la SFECA d'Arles. Parmi les productions bien identifiées se distinguent les terres sigillées italiques provenant du plain du Pô, de Pise, de la vallée de Naples et d'Arezzo. Parmi les formes notons, la présence de types Conspectus 12, 20, 26, 27 et 37. Il est également intéressant de mentionner les essais qui, en plus de confirmer l'origine de cette versée, confirment la chronologie que nous proposons, comme Eudus, Ateius ou Crestus. En plus de la sigillée, il faut mentionner les autres éléments du kit de vase en céramique utilisé à l'époque de Claude. Gobelet à parois fins, originaire de l'Italie centrale ou locaux, céramique commune de la région du Vessus, un fort de tous les bassins méditerranéens, et une grande quantité de lampes, comme un type à deux becs, dresse le 23, avec une anse en forme de bulbe. L'un des éléments les plus remarquables qui a été retrouvé et qui nous a incité à creuser la question du traitement des produits de l'uvière est l'apparition d'un grand nombre de verres. Il comprend une assiette et une coupe en verre opaque de couleur bleue
qui a priori semblent provenir d'Orient, des flacons à parfum, des coupes et des bouteilles qui forment un répertoire de conteneurs pour les produits cosmétiques. À côté de ces objets fabriqués, on a mis au jour de nombreux ossements du cochon, surtout des crânes et des scapules, peut-être les parties les plus grasses. Il faudra vérifier si de telles proportions d'ossements se retrouvent dans la fouille que le centre Jean Vera a effectuée dans la boutique 24 et 25 dans les mêmes voies étudiées par Bora et d'autres autres. Cette prédominance du porc vient pour la nécessité de coller avec les éléments gélatineux les essences des fleurs et les huiles préparées. L'étude numismatique et la présence de numéros tessons de céramique datant du règne de Claude, en particulier l'étude des vases pratiquement complète, fixent la chronologie de cette installation. Mais lorsque nous tenons de remplacer cette fin dans les trames historiques, nous nous rendons compte qu'il y a un hiatus sur Néron et non sur Claude. Notre équipe pense à un événement sismique qui aura frappé la ville à cette époque, mais pas aussi traumatique que celui du Néron. Cette zone est en effet très dynamique d'un point de vue sismique. Depuis les épisodes préhistoriques, comme est déjà publié par Albor, et protohistoriques, comme a étudié Marc Sokela, jusqu'à la période romaine. Les événements sismiques semblent s'être succédés avec une certaine fréquence entre les 62 et les 99 après Jésus-Christ. Mais si l'on songe que depuis les temps préhistoriques, ces mouvements sismiques sont fréquemment, pourquoi tout rapporter au tremblement de terre du 62? Cette hypothèse a déjà été soulevée par plusieurs auteurs et la suite de différentes études sur la maison de Lara Maxima, comme Stemmer, et sur la maison de Castiamanti pour Varone. De même, nous devons garder à l'esprit que c'est l'on appelle aujourd'hui le tremblement de terre de 62 grâce au passage du Tacite et Sénèque. Ces réflexions en une circonstance exceptionnelle vengeant la coïncidence de cet événement avec la visite de l'empereur Néron dans la région. Donc, nous pensons qu'il y a des événements sismiques dans la région peut-être plus virulents que celui de l'an 62, mais que par convention, les historiens classiques ont tout concentré sur la date de 62. Cette variable sera prise en compte pour les futures fouilles archéologiques dans lesquelles ce phénomène pourra être détecté plus largement. En résumé, au cours de la première moitié du premier siècle, la boutique 32 est devenue une zone de production dont l'équipement majeur est une cuve située dans le coin sud-est. Cette cuve, remplacée vers le milieu du siècle, avant le tremblement de terre de 62. A priori, et dans l'attente des études complémentaires, il semble qu'on peut la relier à la traduction technique des parfumeurs implantés dans la roue et localisés déjà par l'équipe française du centre Jean Bera. Après les achèvements du travaux dans cette boutique, il y a décidé de procéder à une intervention similaire dans la boutique 30 qui pourra nous aider à mieux comprendre la 32. Comme ce fut le cas avec l'autre, aucune trace de telle activité ne subsistant à la surface de la pièce lorsque nous avons repris la fouille. Le dérangement de Vocini donnant l'impression d'une espace ouvert éventuellement interprétable comme un thermopolium. Dans l'angle nord-est se trouve une petite cuve ronde faite de pierres et de fragments de tuiles réutilisés. Ce bassin est relié à l'étage supérieur par une conduite faite de tubes en boîte, ce qui laisse indice sur la nature des sauces usées ou propres.
Les travaux récemment publiés par le professeur Hobson dans sa livre Latrines and Downpipes in Pompeii a fait les analyses dans cette tubule qui nous confirment l'adduction d'eau propre et donc prête à être utilisée dans l'installation du rez-de-chaussée. Mais pour comprendre la fonction de cet espace, nous avons fouillé la moitié de la boutique et nous y avons trouvé des vestiges de la chaîne de traitement des parfums. De sud à nord, on trouve les indices suivants. En entrant dans la boutique, on trouve un cube rectangulaire avec une profondeur conservée d'environ 6 cm. Elle évade en pierre de la roulée et d'autres matières telles que tuiles, échelles à chaud et au sable. La cube se déverse directement dans les roues par un canal en fort pendant qui atteint 20 cm à son extrémité et qui démontre qu'en évacué, un produit très viscose dans la roue. La fouille de Deserto de ce secteur a donné des résultats intéressants. Dans les cubes, on était trouvé des restes abondants de peintures murales. Les motifs représentés dans ces fresques, surtout l'emblémata, ne paraissent pas adaptés à la décoration d'une atelier. Il ne faut donc pas exclure la possibilité de que ces peintures proviennent de la noble demeure appelée Casa d'Arianna. Les peintures semblent provenir d'au moins 4 parois avec les décors de 2e, 3e et 4e styles. Un premier ensemble est caractérisé par une série d'accents mythologiques qui montrent des figures humaines ainsi un individu séminus sur un lit de tel homogène trouvé dans la partie supérieure de la couche. Nous avons interprété ces personnages comme la personnification de la rivière Sanno qui coule au pied du Vessuve. Un deuxième groupe est caractérisé par des figures somorphoses. Le troisième groupe comprend une autre scène mythologique avec des figures de petites ailes, peut-être de Mercure. La canalisation est également bouchée après les 62, avec des sédiments variés et une petite coupe complète contenant d'os de chatte expressément placés sur le sol de la maison et supposant clairement un acte votif propitiatoire de la nouvelle vie économique de la ville. Dans le centre central de la boutique, du cuve quadrangulaire, un peuple récemment n'était pas enduit, mais leur fond est fait de terre et d'argile. Cela indique clairement que ces structures ne servent pas à contenir des liquides, mais des sortes de produits qui n'ont pas laissé de traces. Dans les parties nord de la boutique se trouve une pierre rectangulaire reposant dans l'angle de la pièce et que nous interprétons comme le vase d'un pressoir en pierre. Le socle présente une cassure qui a été réparée avec les petites pierres de différentes tailles. Cette pierre, de morphologie similaire à celle déposée en position secondaire dans les péristyles de la chambre et de la maison d'Arianna, est interprétée par Mattingly, Giordano et Casale comme une vase de pressoir pour parfumeur. Jusqu'au pied de la vase en pierre se trouvait un dolium intentionnellement brisé et une fosse ayant contenu un autre dolium non récupéré. L'ensemble date de la période tarde Augustin, par les couches contenant des amphores 70, de la sigillée, des lampes de nef neuf, de la céramique commune italique et de la céramique de cuisine. Il faut signaler la découverte dans le dolium d'un coquillage marin percé de trous faits pour être suspendu et qui aura pu être utilisé pour verser le liquide. Comme ce pressoir fonctionnel
Afin de comprendre en 3 dimensions, il faut interpréter une série de logements circulaires situés en face de la pierre de pressoir, accompagnés des blocs et des échelonnements qui pourraient renvoyer à l'assistance d'un contrepoids situé sur la paroi d'en face. Bien que la représentation la plus courante des presses de la zone de Vesuve destinée à la production de huile différente de celles qui viennent être présentées, ces presses elles-mêmes ont été utilisées pour la transformation de l'huile, étant peut-être le premier exemple. Le fait que dans le désolement du piscine semble nous coucher pourrait fournir des indices pour la collecte d'un produit prêt à être manipulé dans cette version. Le complexe a été complété par un dernier cube situé dans l'angle sud-est qui est revu d'Opus Signinum. Cette cube présente des dimensions similaires à celles de la boutique 32. Elle est apparue remplie par des dessins de sang forts, en particulier de l'Afrique, de la Sicile, ainsi que de la sigillée galloise qui fixe la datation au moment du tremblement de terre, à la différence des précédentes séries céramiques, qui a conduit à supposer de l'assistance d'un événement sismique non rapporté par la source littéraire. Contrairement à l'autre boutique, celle-ci nous permet de comprendre comment étayer les labeurs des produits à base d'huile. Cette heureuse coïncidence, les deux ensembles, nous a incité à élargir les recherches à des autres boutiques de la rue, en commençant par l'étude de la boutique en façade de la maison, s'appelait Maison del Forno à Riverbero. Une cave a été construite dans cette boutique avec des matériaux variés, faits de blocs de granit, de calcaire, de fragments de tuiles, et tout recouvert par un revêtement de 3 couches. La dernière, très fin. Les caves est de forme rectangulaire et elle porte l'empreinte d'une couverture en bois. Les dimensions des caves de Pompéi n'ont pas été spécifiquement étudiées, mais il faut voir toutefois l'article de Castemay. D'après cet travail, on doit faire une distinction entre caves et locaux semi-enterrés. Pour notre cas, nous avons affaire à une véritable cave dont on ne connaît 39 exemplaires aujourd'hui, sans seulement ayant un usage commercial. Il est difficile de déterminer sa fonction. La question n'est pas tranchée. Par son creusement, cette cave a détruit le niveau antérieur, mais il est possible que son creusement ait été facilité par la spoliation d'un mur en rang appareil, dont on suppose de l'assistance à cet endroit et dont les côtes sera limitée par le creusement des substrats, la lave. La datation du comblement est donnée par un niveau de la pile de l'érosion de 79, qui comble toute la cave sur la hauteur de 1,85 m et qui repose sur le sol. Dans cette couche, on a trouvé des poids, des éléments d'opusictile, un jarre en céramique commune, une goélette à parois fins italiques, un pot d'essence en céramique commune, une bouteille en verre Ising 61, une accuse en bronze et entre autres objets. On a aussi trouvé dans les comblements un grand nombre de fragments de bois carbonisés avec des clous, compte tenu qu'il y avait une trappe d'entrée mobile dans la partie orientale de la cave. La restauration des restes de bois a permis de restituer l'assistance des planches. C'est uniquement la partie orientale qui était recouverte de bois. La partie ouest était couverte d'un plafond de maçonnerie coulé sur des cagnes
comme on a pu le constater pour les fragments qui sont tombés dans les caves sous le poids du sédiment de l'érosion. À l'heure actuelle, il n'est pas possible d'interpréter cette construction dans le champ des opérations de production d'huile d'olive. En plus de ces boutiques situées au sud de la maison, on le devait produire des parfums. Il y avait aussi dans les parcs est de la maison un atelier doté de deux cubes qui devaient servir pour le lavage de la laine. Le traitement de la laine était réalisé dans les zones qui sera plus tard occupées par les péristyles nord, lesquels se trouve une pièce à deux piliers centraux qui sont peut-être les vestiges d'une grande presse associée à une puits, à un système de canalisation et de sols recouverts de mortiers hydrauliques qui étaient initialement reliés par un passage. La destruction de ces complexes s'est produite au moment du tremblement de terre de 62, comme le démontre une grande quantité de céramique trouvée en association avec le comblement de ces structures. Selon les textes de Pline, le lavage de la laine élimina les suites appelées oesipum et donnait une laine plus blanche et dégracée. La lanoline était récupérée. Ovide, dans son ouvrage L'art des mers, conseille les femmes sur les façons de conquérir les hommes en leur indiquant de ne pas laisser voir à leur amant les produits qu'elles utilisaient. Dans ce même passage, il indique que le sipum, les plus fameux venant de l'Orient. Aujourd'hui encore, on peut retrouver dans les magasins des unguents miraculeux qui incluent ces composants dans leurs recettes. Par conséquent, l'utilisation de ces produits à quelques mètres d'une installation comme liée aux cosmétiques et des sons féminins pourra donner une clé d'interprétation pour leurs relations. Merci beaucoup pour votre attention et je m'excuse par ma français. Merci. Enchaîner avec les dernières boutiques que nous avons fouillées au cours de la même opération et qui sont donc les boutiques 26 et 27 de la même rue. La dernière dont on a parlé était la 28. Il faut donc que je change le PowerPoint. Donc on est toujours dans le même secteur, comme vous le savez. Pardon. Toujours dans le même secteur, juste à côté des boutiques dont on vient de parler. Et il s'agit plus précisément de ces deux boutiques qui sont situées ici. Donc celles dont vient de vous parler Macarena sont ici, et nous avons également travaillé sur ces deux ensembles. La boutique 26, qui est située ici, mesure 5,30 m par 5,60 m et elle ouvre sur la rue par une très large ouverture, comme vous pouvez le voir. Elle est voisine de la 27, qui est ici. Elles partagent toutes les deux la même façade et par ailleurs, elles sont reliées par une porte. Donc on peut penser qu'au moment de l'éruption du Vésuve, les deux ensembles fonctionnaient ensemble. Entre les deux se trouve donc un phallus apotropaique destiné à protéger les affaires du commerçant qui s'activait dans ces boutiques. Et c'est d'ailleurs, comme je vous l'avais dit, la seule chose que nous rapporte pratiquement Fiorelli sur ces boutiques. Donc ici, vous voyez la porte de communication qui montre clairement qu'à cette époque-là, c'est-à-dire dans la dernière phase d'occupation de Pompéi, les deux boutiques fonctionnent ensemble. Alors, l'histoire de cet ensemble est assez complexe,
commence par des premières phases qui sont très difficiles à définir car très abîmées par les phases successives. Et on a notamment des couches qui sont directement sur le substrat, sur lesquelles je ne vais pas m'attarder parce qu'elles n'ont pas de rapport avec le sujet. Puis, dans une phase 2, on construit une canalisation, que vous voyez ici, dont nous ne connaissons pas l'usage, mais qui fonctionne donc à une époque où le rempart a déjà été démonté, bien entendu. Succède une phase 3 dans laquelle on peut mettre un certain nombre de creusements, et notamment celui de fosses d'extraction de sable et le creusement d'un puits que malheureusement nous n'avons pas pu fouiller en profondeur pour des raisons de sécurité. Et ce n'est que dans une phase 4 qu'avec le comblement du puits, on voit apparaître des installations qui pourraient être en rapport avec la production des parfums. C'est l'époque où on construit vraisemblablement les murs et cette phase-là est caractérisée par des petits trous de poteaux qui pourraient correspondre en fait aux échafaudages nécessaires à la construction des murs et qui donc vont donner les boutiques telles que nous les voyons. Cette phase donc caractérisée par la construction de la maison et donc le comblement du puits est relativement bien datée du début du 1er siècle avant notre ère par le comblement de ce puits et notamment par l'accumulation des monnaies. Et cette reconstruction est donc probablement à mettre au compte des aménagements qui ont lieu après la déduction de la colonie romaine pour les vétérans de Silla. Et dans la boutique 26, dans la phase qui suit immédiatement, on voit la construction d'une cave, probablement du même type que celle dont vous a parlé Macarena tout à l'heure. Cette cave est malheureusement très détruite, puisque nous avons simplement trouvé un mur intact et un autre très abîmé. Et elle est contemporaine, dans la boutique voisine, de la construction d'une cuve elle-même rectangulaire. Donc, vous voyez qu'on répète en quelque sorte les mêmes types de structures que l'on a dans les boutiques voisines. L'ensemble est restructuré totalement après le tremblement de terre, le grand tremblement de terre de 62 ou 63, et c'est le moment où on bouche totalement cette cuve que vous voyez ici, et on refait certainement les aménagements de tout l'ensemble. Et c'est donc cette dernière phase, avec la cuve bouchée et la construction d'une autre cuve dans cette boutique, qui va être ensevelie par l'éruption du Vésuve. Et là, nous avons eu la chance, en quelque sorte, de mettre au jour des vestiges qui sont directement liés à l'éruption, puisque le plancher qui recouvrait la cave s'est effondré, et donc les lapidis et la cendre se sont infiltrés dans la partie semi-enterrée de la boutique. Cet événement particulier a permis en quelque sorte la conservation de ces niveaux, alors que partout ailleurs dans le secteur, comme vous l'imaginez, les niveaux correspondant à l'éruption du Vésuve ont été balayés par les grandes fouilles du début du XIXe siècle. Et nous avons donc eu la chance de mettre au jour, dans ces niveaux scellés par l'éruption du Vésuve, un certain nombre de vestiges qui, s'ils ne sont pas directement en rapport avec la production des parfums, sont quand même compatibles. En effet, outre
les fondements des parties supérieures qui sont marqués ici par un fragment de Solnopus igninum et, comme nous allons le voir, par beaucoup de peintures, et également par des poutres, dont vous voyez ici les négatifs. Il y avait des instruments en bronze que nous verrons un peu plus loin. Ces instruments en bronze sont principalement des restes de balance avec des petites cupules que vous voyez là, qui étaient suspendues, un crochet, à l'intérieur duquel, on ne sait pas si c'est significatif, mais assez curieusement, il y avait un papyrus, malheureusement dans un état de destruction dramatique et dont on ne peut rien tirer, sauf qu'il s'agit peut-être non pas d'une recette pour des parfums, mais peut-être d'un talisman ou d'une indication écrite mettant ces instruments sous la protection d'un quelconque dieu, et qui aurait été donc enfilé dans le manche et bouché par ce petit bouchon de textile que vous voyez là. Lié à cette destruction, nous avons aussi trouvé beaucoup d'enduits peints qui sont en cours de restauration, principalement les restes d'un grand plafond, dont vous voyez ici avec un griffon au milieu et puis entouré de rosaces, et qui doivent provenir de la décoration, sinon de la boutique, du moins de la maison qui était immédiatement derrière. Donc, cette phase qui a livré ces vestiges en très bel état scelle l'ensemble, mais pour cette boutique-là n'a pas donné la certitude qu'il s'agissait bien d'une parfumerie, et c'est la raison pour laquelle nous espérons pouvoir continuer ces recherches l'année prochaine, car pour des raisons de sécurité, nous n'avions pas pu fouiller la totalité de la cave. La surintendance nous avait demandé d'en fouiller seulement la moitié, en attendant de fouiller l'autre moitié, de façon à ne pas déstabiliser les murs de la boutique. Et nous espérons que dans l'autre partie, nous aurons quelques éléments significatifs. En effet, les objets en bronze que nous trouvons, comme je vous l'ai dit, sont compatibles avec ce qu'on pourrait attendre dans une boutique de parfumeur, donc des balances. On a trouvé aussi des mesures en bronze de diverses capacités, mais évidemment, ce type d'outils peut être utilisé dans bien d'autres commerces et dans bien d'autres ateliers, et il nous faut absolument trouver des ungüentarias, et nous espérons, comme dans les boutiques qui ont été fouillées à côté, trouver des dépôts de flacons à parfum qui, à cette époque-là, doivent être principalement des flacons en verre. Donc c'est ça que nous souhaitons faire l'année prochaine en continuant les travaux avec la même équipe. Je vais donc appeler maintenant mes deux collègues, puisque le principe même de nos séminaires, c'est une discussion entre nous, et nous allons évoquer quelques questions pendantes qu'il s'agit de résoudre. Et nous allons donc entamer une discussion qui sera peut-être parfois un peu en italien, parce que c'est la lingua franca entre nous. Moi, je lis bien l'espagnol, mais j'ai beaucoup de mal à le parler. Et il est parfois plus facile pour nous de dialoguer en italien, et nous ferons une traduction simultanée en français. Vous revenez ?